Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez particulière. On va parler investissement, on va parler portefeuille crypto, mon portefeuille actuel. On verra également mon portefeuille dans le futur, comment je l'envisage dans les prochains mois, comment globalement je vois la suite, même à l'issue d'un potentiel fin de bull market dans 2-3 ans, comment je réorienterai, modifierai mon portefeuille. On verra tout ça en détail. Alors en aucun cas c'est un conseil en investissement, c'est juste un partage de moi dans quoi je suis investi, pourquoi je suis investi dans ces projets-là, d'accord. En aucun cas j'ai raison, en aucun cas c'est des projets qui vont spécialement performer, je peux me tromper, et voilà, c'est pas parce que je vous partage ce portefeuille-là que vous devez avoir le même, d'accord, il est vraiment propre à moi. Je ne suis pas énormément diversifié comme vous pouvez le voir, c'est pas quelque chose qui m'intéresse d'avoir 50, 60 tokens. Pourquoi? Parce que déjà de 1, c'est dur à gérer, de se renseigner sur tous les projets, de se tenir au courant, etc. Donc c'est pas facile à gérer, ça fait beaucoup de frais aussi, de swap, etc. entre les cold wallets, les exchanges, etc. pour revenir sortir d'une plateforme, bref, c'est plus long à gérer. Donc mon but c'est pas d'être non plus dans l'ultra diversification. Donc vous me verrez très peu avec plus de 15 cryptos, dont je parle vraiment de cryptos long terme, d'accord. D'un point de vue spéculatif, je peux avoir plusieurs cryptos que je peux garder quelques semaines, quelques mois. Mais il y a une différence entre l'investissement long terme, donc des projets que je vais garder des mois voire des années, plus des années, d'accord, et d'autres projets, d'autres cryptos que je vais plutôt garder à but spéculatif pour faire du swing trading ou de la trend following sur quelques mois, ok. Donc à l'heure actuelle, j'ai 8 cryptos dans mon portefeuille. Je pense en rajouter 2 que je vous expliquerai à la fin. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché évolue énormément. Les secteurs évoluent et rien n'empêche que dans 2 mois, il y a une nouvelle hype avec des vrais projets qui se mettent en place que je ne connaissais pas à l'heure actuelle et que j'investis dedans. Donc il y a un seul mot qu'il faut retenir, c'est vraiment s'adapter. S'adapter en fonction de ce que le marché vous donne. C'est pas parce que je vous présente ce portefeuille-là que j'aurai le même dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, d'accord. Donc ça peut vraiment varier en fonction comment le marché évolue, et on le sait très bien que le marché évolue rapidement. Alors, la première crypto, on va faire ça comme ça, que j'ai ici à hauteur de 2%, c'est pas affiché, mais j'ai ici 2%, c'est tout simplement Optimism. OP, qui est un layer 2 d'Ethereum, qui tout simplement améliore la scalabilité d'Ethereum. Pour moi, Ethereum, c'est le meilleur projet à l'heure actuelle au niveau des... Bon, si on prend Ether comme un altcoin, mais on va dire que c'est le projet le plus intéressant qui offre le meilleur risque-rendement. Il a montré que c'était lui le boss, malgré que pendant le précédent bull market, il avait énormément de concurrents, beaucoup de ETH killers, comme on les appelle, qui ont essayé de le surpasser, hein, tout simplement. Ils sont arrivés en disant ok, on propose la même chose que Ethereum avec des frais beaucoup plus faibles. Mais on s'est rendu compte que Ether ne s'est pas fait surperformer là-dessus. Il a bien résisté quand même à ce bear market, beaucoup plus que le premier qu'il a connu en 2018, où là il a connu quand même un moins 93%, alors que ici on doit être sur un moins 80, moins 82, d'accord. Il y a une grosse différence entre un moins 82 et un moins 93%. C'est comme si on était revenu chercher les $300, d'accord. Ce qui n'est pas la même entre revenir chercher $300 et revenir chercher les $1000, d'accord. Donc voilà, pour moi, Ether a montré que c'était un peu le boss, et bah on a beaucoup moins de projets qui se créent en disant ok, bah nous on va juste concurrencer Ethereum. Les projets à l'heure actuelle qui se créent autour sont plutôt pour l'aider, pour améliorer la scalabilité d'Ether, et ça va être tout simplement des layers 2. Donc on a Optimism, on a Arbitrum, on a Matic, on a d'autres, on a plein d'autres, mais voilà, les 3 à retenir, ça va être globalement Matic, Optimism et Arbitrum. Donc j'ai fait un choix entre Optimism et Arbitrum parce que je voulais pas voir les deux. Mon choix s'est porté sur Optimism. Déjà, alors, globalement d'un point de vue fonda c'est les mêmes. Par contre la différence ça va être d'un point de vue tokenomics. J'estime la tokenomics de Optimism beaucoup plus intéressante que Arbitrum qui elle est moins ouf. Et aussi d'un point de vue technique, la charte de
Optimisme est beaucoup plus intéressante, ce qui joue quand même dans mon choix. Voilà. Quand je fais une analyse globale, je fais toujours une analyse fondamentale, une analyse de la tokenomics et une analyse technique, d'accord? Et à la fin, je mets une sorte de note qui me permet de faire un choix si je veux comparer plusieurs cryptos ou si je fais une analyse classique. Et d'un point de vue technique, Optimisme est beaucoup plus intéressant. Donc à hauteur de 2% de mon wallet long terme, comment je fonctionne, à savoir que je me fixe mentalement une allocation que je ne veux pas dépasser. C'est-à-dire que admettons demain Optimisme pump énormément et arrive à 15-20% de mon wallet long terme, et ben il y aura un rebalancing, d'accord, parce que j'ai un TP max, enfin une limite max où je me dis ok, cette crypto là je ne veux pas qu'elle dépasse tant dans mon allocation, dans comment j'alloue mon portefeuille. Optimisme, je ne veux pas qu'elle dépasse les 5%. Au-delà de 5%, pour moi, je serais trop exposé en montant, d'accord, sur Optimisme, et il y aura un rebalancing. Donc pour le moment, on en est très loin. Les 7% qu'on a ici, c'est tout simplement, que je me trompe pas avec le 6%, c'est tout simplement c'est tout simplement Chainlink. Chainlink que j'ai à 7% de mon capital. Chainlink, ça va être tout simplement un oracle. Enfin, c'est plus qu'un oracle, mais de base, c'est un projet autour des oracles qui fonctionne en lien avec les smart contracts d'Ethereum par exemple. Et pour moi, les oracles sont obligatoires dans l'avancée de l'écosystème crypto. Pourquoi? Tout simplement parce que comment fonctionne un smart contract? Qu'est-ce que c'est? Un smart contract, c'est tout simplement un contrat intelligent, c'est un code qui va permettre de réaliser un contrat automatiquement. Admettons, je prends quelque chose de tout simple, je réalise un pari avec un ami, où je décide de mettre victoire à l'équipe A, lui décide de mettre victoire à l'équipe B, chacun met un Ethereum en pari, ok, et voilà. Ensuite, le smart contract, il est verrouillé, d'accord, il est enclenché, et il n'y a pas besoin d'un intermédiaire, une personne qui va dire, ok, bah, j'attends le résultat du match, ok, l'équipe A a gagné, je redistribue l'argent. Non, le smart contract, lui, le fait automatiquement. Donc ça, c'est le but d'un smart contract. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les smart contracts n'ont pas de données dans la vie réelle, d'accord? Ils n'ont pas les données, ils n'ont pas la météo, ils n'ont pas l'heure, ils n'ont pas les résultats d'un match, ils n'ont pas tout ça. Et le but des oracles, ça va être de récupérer les données dans la vie réelle, d'accord? Dans la vie de tous les jours, tout simplement, et les apporter au monde de la blockchain. Et c'est essentiel à l'avancée de l'écosystème crypto. Si je prends un exemple de lien entre, par exemple, un smart contract et un oracle, ça va être quelque chose de tout simple, où, admettons, vous décidez de prendre un ticket de train à la SNCF pour un voyage Paris-Bordeaux, et bah tout simplement il y a tout qui est automatisé, on évolue dans un monde incroyable où la blockchain est de partout, les smart contracts sont de partout, etc. Et en fait, bah il y a tout simplement un smart contract qui est enclenché, où vous payez votre billet, et le montant est distribué à l'entreprise, à la SNCF, au moment où vous arrivez à destination, d'accord? Et on peut mettre certaines règles, où si le train est en retard de 45 minutes à la fin, et ben 20% du montant vous est redonné. Si le train est annulé, 100% du montant vous est redonné. Et ça, comme je l'ai dit, bah les smart contracts ne peuvent pas avoir les données en temps réel. Et c'est là que les oracles interviennent, et ils vont tout simplement permettre de récupérer la date, l'heure, etc., l'incident qui s'est passé, tout ça. Et ça va faire le lien entre les oracles, les smart contracts, et ça va permettre de tout simplement de proposer un service qui est juste incroyable. Donc si on veut un écosystème crypto qui évolue dans le monde actuel, pour moi les oracles sont indispensables, et Chainlink est un projet incroyable. Il n'a pas en plus de gros concurrents, c'est pour ça que j'ai cherché à me positionner là-dessus. Je cherche juste de quoi vous montrer ça. Hop. Alors, application Oracle. Chainlink, il a très peu de concurrents dans son domaine, il n'y a pas énormément de projets qui se créent autour des oracles. On a TRB qui a bien performé récemment, mais
voilà, ce qu'on constate, c'est que globalement, c'est un peu le leader, d'accord. C'est un point important de regarder la concurrence quand vous cherchez à vous positionner dans un secteur, quand vous investissez dans un secteur, et moi personnellement je me suis directement positionné sur Chainlink parce qu'il a le monopole et je pense qu'il gardera son monopole autour des oracles. Le marché évolue très vite et dans certains secteurs on peut pas savoir spécialement à l'avance qui sera le leader. Par exemple, je prends des secteurs qui sont encore jeunes, tout ce qui est autour du gaming, du métaverse, etc. C'est des domaines où du jour au lendemain on n'a pas encore le leader. Dans le domaine dans le domaine du peer-to-peer, enfin la CBDC, dans certains domaines, on a déjà les leaders, hein, d'accord. Il y a pas énormément de domaines où on a les leaders, mais voilà, Chainlink pour moi, dans le domaine des oracles, c'est lui qui a le leader et ça m'étonnerait qu'il se fasse surpasser. Donc j'en ai 7% et je ne pense pas dépasser les 10-12% sur Chainlink. Donc tant qu'on ne dépasse pas cette zone, il n'y aura pas spécialement du rebalancing de mon côté. Qu'est-ce que je veux entendre par rebalancing? Ça veut dire si on atteint 15%, et ben je vais soit récupérer une partie en USDT, soit tout simplement répartir directement les bénéfices dans les autres projets, en fonction de comment le marché évolue. On va pas parler du bleu tout de suite. Les 6%, c'est tout simplement Solana. Alors Solana, c'est pas spécialement un projet que je tiens dans mon cœur, on va dire, mais ça reste un projet assez intéressant qui a une certaine hype autour de lui et qui peut très bien performer. D'un point de vue fondamental, c'est pas le projet où je me dis ok ça va performer, ça va être to the moon et ça va être un truc de ouf, mais Solana a ce petit truc qui peut vraiment, juste d'un point de vue performance, être très intéressant. J'en ai pas 6% de base dans mon wallet, j'en ai beaucoup moins, c'est juste qu'il a très bien performé. De base on était sur 2-3% et on atteint mon niveau où techniquement je ne veux pas avoir plus de 6-7% de Solana dans mon wallet long terme, donc on est dans la limite. Solana, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est pas un projet comme je dis, je le vois spécialement performer. Bon, il n'y a pas de problème de tokenomics, il n'y a pas de ce souci-là sur Solana, mais d'un point de vue fonda, c'est pas le genre de projet que j'aime bien, mais j'en garde dans mon wallet, simplement parce que c'est Solana. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, j'ai pas spécialement d'argument pour ou contre à donner sur Solana, mais voilà, c'est Solana et j'en garderai dans mon wallet que je vendrai lors du prochain cycle. Je vois pas spécialement faire une performance de ouf, quand même surperformer le BTC pendant une phase de son cycle, mais je pense que je le revendrai assez tôt quand même, en fonction de bien sûr comment le marché évoluera. Mais bon, s'il y a une position qui fait tâche un peu dans mon portefeuille, dans l'entièreté que je vais vous présenter, c'est juste Solana, selon moi. Même s'il performe bien, et vous allez dire ouais tu dis de la merde, regarde il performe bien, dans l'ensemble je parle surtout d'un point de vue global, fonda, token mix, analyse technique. 10%, qui on a tout simplement Matic. Matic, je l'ai très souvent sous-estimé lors du précédent cycle, je vais aller sur Matic. Je l'ai très sous-estimé pendant cette phase haussière, et même pendant cette phase haussière. Je l'ai très sous-estimé, c'est pas un projet, je me suis énormément renseigné, et je savais globalement ce que faisait Matic, mais comme je dis, je m'étais pas trop penché dessus. Et même à l'époque, j'avais un peu, enfin, c'est quand même assez récent, mais j'étais pas concentré dans les layers 2 autour d'Ethereum. Maintenant, Matic, c'est la première plateforme qui s'est développée autour d'Ether et qui permet un développement de l'infrastructure d'Ethereum, d'accord, où voilà, il permet tout simplement de créer des chaînes, des optimistic rollup et des ZK rollup qui permettent de créer une sorte de système, on va dire, un ensemble de chaînes, un ensemble de multi-chaînes, d'accord, sur Ether. Donc on va dire que c'est un peu un Polkadot, un Cosmos, mais sur Ethereum. Donc c'est un excellent projet qui est indispensable pour moi, et sachant que Ether c'est mon plus gros projet qui m'intéresse le plus, c'est le token qui m'intéresse le plus, tout ce qui se développe autour, j'estime que ça a un gros potentiel, donc c'est pour ça que je sélectionne aussi les plus gros projets,
comme Matic, comme Optimism, etc. Donc je l'ai très souvent, comme je l'ai dit, sous-estimé. Je suis rentré assez tard. Je vous dirai après mes prix de revient unitaires, à combien je suis positionné environ sur chacun des projets. Mais ouais, Polygon permet clairement d'améliorer la scalabilité d'Ethereum, et ça a été un point faible d'Ether lors du précédent cycle. On l'a vu avec un réseau congestionné, avec des frais extrêmement élevés, et si on veut que Ether soit beaucoup plus utilisé en général, faut une meilleure scalabilité, et ça passe par des layer 2 qui vont le soutenir, qui vont le permettre d'améliorer cette scalabilité. Et Matic, c'est vraiment plus qu'un layer 2 selon moi. Ensuite, ici, on va avoir tout simplement Polkadot. On va voir Polkadot que j'ai à 3%. Et ici, on va voir, je les fais en même temps, on va voir Atom, que j'ai à 16%. Les deux projets sont des projets très intéressants. Qu'est-ce que c'est ces deux projets? Pour faire simple, je vais pas rentrer dans les détails, le but c'est pas d'expliquer chacun des projets, mais ça va être deux projets qui vont être dans l'interopérabilité, ça va être des layers 0, où Atom, lui, permet, grâce au Cosmos SDK, ça va être tout simplement une boîte à outils qui permet à toutes les blockchains d'avoir le même langage de programmation, de code, et de tout simplement, via ce langage de programmation qui est le même, d'avoir des blockchains qui sont tous interconnectés, d'accord, et ça va être tout simplement un réseau tous interconnectés, le but de l'interopérabilité. C'est un gros socle, un gros layer 0 qui rassemble l'ensemble des blockchains, et pour moi c'est le projet le plus intéressant et le plus prometteur. C'est quoi le problème à l'heure actuelle des blockchains, et qui est en train d'être résolu par les layers 0? C'est que les blockchains, ils sont, donc je parle vraiment des layers 1, ils sont tous isolés de leur côté, et il n'y a pas de communication entre elles, c'est difficile, on peut passer par des bridges, mais il y a souvent des hacks, il y a souvent des problèmes sur le réseau, c'est pas fiable, c'est pas ouf, d'accord? Donc, pour échanger des tokens, bref, il n'y a pas de communication entre les layers 1, et c'est ce qui manque, et c'est pour ça c'est une galère qu'on veut échanger par exemple de l'Ether sur le réseau Ethereum à une autre blockchain, qu'on veut faire des swaps, des switches, etc. C'est une galère, et Atom résolu ce problème, vu que son but c'est de connecter l'ensemble des blockchains. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de problème de tel réseau ou tel réseau, d'accord? Ça sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, avec une bonne scalabilité, et c'est le but globalement d'Atom, c'est le but de Polkadot aussi. Il fonctionne pas de la même manière. Pour moi, Atom a l'avantage de créer un gros écosystème qui ne dépend pas spécialement que de Atom, que du Cosmos, d'accord? C'est que Polkadot, tous les blockchains ont besoin toutes les blockchains qui se créent ont besoin de Polkadot, puisqu'il passe à peu près par lui. Ce qu'il faut voir, c'est si je dois faire un dessin assez simple, Atom, ça va être un univers avec plein de blockchains qui sont tous connectés. Ils n'ont pas spécialement besoin du Cosmos, d'accord, pas besoin d'Atom, alors que Polkadot, on va voir ça un peu comme une colonne vertébrale, où on a donc la colonne c'est Polkadot, et sur les côtés on va voir toutes les blockchains. C'est-à-dire que si ils sont tous dépendants de Polkadot, que dans l'écosystème Cosmos, toutes les blockchains ne sont pas dépendantes d'Atom. C'est un peu l'avantage, selon moi, de l'écosystème Cosmos, qui fait qu'il est beaucoup plus intéressant. Après, il n'y a pas que ça, mais je vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, voilà, Atom représente 16% de mon portefeuille long terme, Polkadot représente 3%. Je suis un peu sous-exposé sur Polkadot, je pense renforcer dans les prochaines semaines, mais Polkadot sur du 5%, c'est une bonne allocation, et sur Atom, je pense rester à 16%, et je ne dépasserai jamais les 20% sur Atom. Ici, j'ai 15% de BTC. C'est obligatoire d'avoir du Bitcoin dans son portefeuille selon moi. Maintenant, est-ce qu'on doit être un maximaliste BTC et avoir du 80-90%? Pas spécialement. Ça dépend. Après, ça dépend vraiment de
de votre manière de fonctionner, de votre mentalité, de votre, on va dire, politique de vie, hein. Ça c'est vraiment personnel. 15% de BTC, ça me correspond à l'heure actuelle. J'aurais beaucoup plus de BTC en fonction de l'évolution du cycle et en fonction des prochains mois, prochaines années, hein. Je vous en parlerai de après comment je vois la suite, mais globalement j'ai 15% de BTC, c'est un peu obligatoire d'avoir quand même une grosse partie, une bonne partie de son portefeuille en BTC. Je n'irai jamais en dessous des 15%, c'est le minimum que je m'autorise, et le maximum, ça dépendra de l'évolution du cycle, ça dépendra aussi de comment le marché évolue. J'ai pas de limite sur BTC. Je me vois pas à 100% non plus, mais ça me dérangerait pas en fonction de comment évolue le marché, d'être à 40-50% de BTC. Ici, j'ai 41% d'Ethereum. Comme je dis, pour moi, c'est le mastodonte. Les cycles vont beaucoup plus vite sur lui. Il performe beaucoup plus et il est arrivé à un stade où c'est un peu comme le BTC. Je vois mal un retour en arrière. Qu'est-ce que j'appelle retour en arrière? C'est-à-dire tous les projets que je vous ai présentés ici. Est-ce que ils peuvent mourir et aller à zéro? Oui. Est-ce que la probabilité est élevée? Pas spécialement, mais est-ce qu'il y a une probabilité que ce genre de projet disparaisse du jour au lendemain? Ça peut arriver. On l'a vu avec Terra Luna, on l'a vu avec d'autres projets, ça peut arriver. Maintenant, BTC, Ether, c'est les deux projets où pour moi, Ether n'est plus une altcoin, je le considère plus comme une altcoin, et l'un ou l'autre, pour moi, si on a un Ether qui va à zéro, c'est la fin d'un gros écosystème crypto, et c'est pour ça que, selon moi, il n'y a plus de retour en arrière. Il a pris une trop grosse place dans l'écosystème crypto, et ça a été parce que ça a été créé par déjà quelqu'un de très intelligent, mais ça a été surtout créé assez rapidement. Ok, je ne pense pas que Ether, si il n'avait pas été créé et il arrive en 2023, pour moi ça serait trop tard, d'accord. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de Ethereum killers qui n'ont pas réussi à performer. C'est juste que Ether est arrivé en premier, il y a la confiance, et ça joue énormément dans l'écosystème crypto. Donc pour moi, Ether à l'heure actuelle, c'est le meilleur projet pour avoir le meilleur reward avec un risque relativement faible. Ok, je dis pas qu'il y a zéro risque, je dis juste que le rendement est très intéressant pour le risque encouru. Et c'est pour ça que Ether représente 41% de mon wallet. J'ai déjà été beaucoup plus élevé sur Ether. À un moment, je crois que j'étais à 55%. Je pense que je ne dépasserai plus jamais les 50% sur Ethereum. Donc voilà globalement comment est mon portefeuille. Au niveau de mes prix de revient unitaires, on a BTC, j'ai une moyenne à 23 000 $. Ether, j'ai une moyenne à 1600. Je crois que j'ai une moyenne à 1100, je vais vérifier. Oui, en reconnaissant la charte, je vais savoir. Ouais, j'ai une moyenne autour des 1600 $, où j'avais renforcé à plusieurs endroits, mais globalement j'ai une moyenne à 1600 $. Atom, j'ai une moyenne à 9,4, 9,3 à peu près. Matic, j'ai une bonne moyenne sur Matic à 60 centimes, à peu près. J'ai une moyenne à 60 centimes. J'avais renforcé ici, j'avais renforcé ici, mais j'ai une moyenne à 60 centimes. Donc mon prix de revient unitaire, hein, c'est l'ensemble de mes achats que j'ai effectués. Combien j'ai mon prix de revient, comme si j'avais acheté en une fois, combien ça revient. Polkadot, j'ai un prix de revient qui n'est pas incroyable sur Polkadot. Je suis à 7 $, je crois. À peu près. Ouais, j'ai à peu près mon prix d'achat sur Polkadot est vraiment dégueulasse, mais j'ai un prix de revient à 7 $. Et comme je dis, je pense renforcer dans les prochaines semaines parce que je suis un peu sous-évalué. Chainlink, j'ai une excellente entrée qui s'est fait en plusieurs fois avec un prix de revient vers les 5,7 $. Donc globalement le bas du bottom ici, où c'est une très très bonne entrée. C'est rare que j'ai, on peut pas avoir toujours le bottom parfait, mais sur Link j'ai un très bon bottom. Sur Solana, j'ai renforcé juste une ou deux fois. J'ai acheté juste une ou deux fois. Alors j'étais rentré ici, j'avais revendu 80% ici, et j'avais renforcé aux alentours des 40 $. 40 $ ou 28 $, je me rappelle plus. Je vais vérifier juste. 30 $, ouais, ni l'un ni l'autre. Ok, 30 $. Donc voilà, j'ai un prix de revient moyen sur Solana aux alentours des 30 $. Et il me manque optimisme. Optimisme, je vérifie. J'ai un prix de revient unitaire au niveau des 1,8. 1,8 $. 1,28, pardon.
1,8, 1,28, hop, ici. Donc voilà comment est composé mon portefeuille. Maintenant, comment je vois la suite? J'ai 2 cryptos qui me font de l'œil et que je vais sûrement rentrer dans les prochaines semaines. La première, c'est Ultra US, qui est tout simplement une blockchain dans le monde du gaming. Je l'avais déjà un peu présenté. C'est un peu ceux qui connaissent les jeux vidéo, c'est un peu un Steam, mais version décentralisée, qui permet aux développeurs d'avoir une meilleure liberté, on va dire, même pour les utilisateurs. Et pour moi, le gaming a un gros potentiel. Si on lit la blockchain et le gaming, il y a moyen de faire de choses incroyables. C'est encore jeune, il n'y a pas énormément de projets, c'est pas facile à se positionner, donc c'est compliqué. Voilà, c'est un peu un domaine où il n'y a pas encore de leader vraiment qui est en place. Donc pour moi, Ultra, c'est un bon projet. Maintenant, c'est un projet qui, si je commence à rentrer sur Ultra, ne dépassera pas 2-3% de mon wallet, d'accord. Ici, on a vraiment les mastodontes et sauf, comme je dis, il faut s'adapter, le marché peut évoluer très vite, mais ça m'étonnerait que du jour au lendemain, j'ai un projet qui dépasse les 15-20%, ça m'étonnerait, moi qu'il y a une dinguerie qui se passe, une création, mais j'y crois moyen, d'accord. Donc on verra comment ça se passe, mais j'ai Ultra, je pense rentrer dans les prochaines semaines, prochains mois. Et j'ai également CFG. CFG Centrifuge, ça va être un RWA, comme on les appelle, les Real World Assets. C'est un peu la hype en ce moment, il y en a beaucoup qui en parlent, et c'est vrai que c'est le genre de projet qui peut être assez prometteur, où le but c'est faire le lien entre la finance décentralisée, la DeFi, et le monde réel, d'accord. Et les RWA, le but c'est de tokeniser des choses du monde réel, d'accord. Donc il y a plusieurs projets, ça peut être tokeniser l'immobilier, etc. Mais Centrifuge, c'est un très bon projet, pareil, ça ne dépassera pas 2-3% de mon wallet long terme. Donc globalement, vous avez l'ensemble de mon wallet en étant 100% transparent avec vous. On fera un point dans 1 an, dans 2 ans, en fonction de comment le marché évolue. Ces pourcentages-là peuvent évoluer, déjà en fonction de moi, comment je renforce certaines positions, également comment le marché performe bien, aussi en fonction de l'avancée de certains projets, d'accord, en fonction de certains projets, comment ils vont évoluer, je peux délester, je peux renforcer, ça va dépendre bien sûr, en fonction de mes convictions personnelles. Maintenant, je pense que BTC, Ether, Atom, je ne vendrai jamais tout, ce n'est pas possible, que les autres, Optimism, Link, Solana, Polkadot, Matic, en fonction du prochain cycle, je peux prendre 100% des profits, d'accord. Mais voilà, BTC, Ether, BTC c'est sûr à 100%, Ether également, Atom un peu moins en fonction de comment évolue le marché, mais surtout BTC, Ether, je ne revendrai jamais 100% de mes BTC, je ne revendrai jamais 100% de mes Ethereum. Donc voilà. Maintenant, il y aura une rotation, selon moi, entre Ether et BTC. C'est-à-dire que le 40-15 que vous voyez, lors du prochain cycle, je m'avance énormément et il peut se passer énormément de choses et ça peut faire que ce que je vais dire là, c'est faux. Mais je pense qu'il y aura une rotation où sur BTC, je serai sur un 30%, et sur Ether, je serai sur un 20-25%. Donc on verra, mais il y aura une rotation, selon moi, entre les deux. Voilà. Donc j'ai rien d'autre à ajouter de plus, j'ai essayé d'être le plus clair possible sans rentrer dans les détails. Le but c'est pas de détailler chaque projet, ce qu'ils apportent, mais de donner mon avis dans sa globalité. Comme je dis, pas un conseil en investissement, le meilleur mot c'est de s'adapter en fonction de vos convictions personnelles. Si vous ne croyez pas à l'interopérabilité, n'investissez pas dans Atom et Polkadot, parce que ça se trouve j'ai tort, et la pire chose c'est d'investir dans un projet que vous ne croyez pas parce qu'il y a une personne qui vous en a parlé. Au final le projet se casse la gueule, ne performe pas, et vous avez des convictions dans un autre projet que vous n'avez pas investi parce que vous avez alloué votre capital dans le projet initial. Ce qui serait dommage parce qu'au final vous ne vous êtes pas fait confiance et ça va juste vous frustrer et empirer votre mentalité, votre état d'esprit, parce que vous allez vous dire pourquoi je me suis pas écouté. Donc si vous ne croyez pas à l'interopérabilité, si vous ne croyez pas en Ether, si vous ne croyez pas au Layer 2, si vous ne croyez pas au gaming ou autre, n'investissez pas dans ce genre de projet. Ça se trouve vous avez des convictions dans autre chose, chacun a ses propres convictions. Le but c'est que ça soit un minimum
réaliste, ce que vous visez comme objectif, ce que dans quoi vous investissez, d'accord, qu'il y a une vraie logique, que votre risque soit bien géré et que vous allez jusqu'au bout, d'accord. Vous tenez quelque chose, vous allez jusqu'au bout, à moins que vous avez des invalidations qui se mettent en place. J'ai pas parlé d'invalidation dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'investis comme ça sur du long terme, toutes les invalidations sont à $0. C'est-à-dire que globalement, je n'ai pas de stop loss, d'accord. On est sur l'investissement long terme, on est sur de l'achat spot ici. Je n'ai rien en levier quand je vous parle d'allocation comme ça, de pourcentage. Donc c'est des zones d'invalidation à $0. J'ai des zones d'invalidation temporelles pour certains projets, alors pas spécialement BTC Ether, mais pour les autres, j'ai des zones d'invalidation temporelles où, en fonction de comment un cycle va évoluer, comment le marché va évoluer, comment cette crypto va évoluer en fonction du temps, je peux avoir des invalidations. Bon, ça c'est pas spécialement le but de cette vidéo, mais voilà. Donc voilà, mon portefeuille à l'heure actuelle, il manque juste un truc, la balance cash crypto. C'est quelque chose que je parle souvent, que j'ai pas spécialement détaillé ici. Moi, je suis très dans le marché depuis un moment, depuis que le BTC est au niveau des $17 000, j'ai commencé à accumuler pas mal de crypto, donc je me suis beaucoup positionné. Actuellement, j'ai une balance cash crypto de 85% de 85% qui est investi dans les cryptos, et 15% qui est en USDT, en USDC sur le côté, et qui est prêt à être investi si on a une potentielle baisse. En général, je ne descends pas sous 10%, 90-10 c'est un peu la limite. Comme je dis, bien gérer cette balance cash crypto vous permettra de toujours avoir du cash au cas où on a une baisse, et de bien gérer aussi quand on est sur des ATH, que tout s'enflamme, de bien gérer sa balance et de ne pas être trop exposé au niveau des cryptos. Pour moi, on est toujours sur des points bas. Et voilà, comme je dis, j'ai 15% de ma balance, et je pourrais rajouter 5% si dans les prochaines semaines, prochains mois, on a une potentielle baisse. Après, ce cash peut être renforcé par des revenus extérieurs, bien entendu. Voilà, n'hésitez pas à me partager si vous voulez, c'est pas dans l'obligation, parce que ça peut être quelque chose de privé également, votre portefeuille. Si vous avez remarqué quelque chose aussi, on ne parle pas de montant, ça sert à rien de parler de montant. J'avais reçu un commentaire une fois qui m'avait dit oui, mais tu parles en pourcentage, mais ça te représente combien? Déjà, c'est quelque chose de personnel et ça change rien du tout. Que j'ai 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions d'investis, ça ne change rien du tout. Les montants en pourcentage restent les mêmes, et c'est pour ça qu'on parle en pourcentage. Ça, c'est vraiment important. Quand quelqu'un me dit j'ai gagné tant, bah super, mais c'est quoi ton capital de base? Parce que ça veut rien dire du tout. Donc parlez toujours en pourcentage. N'hésitez pas à me partager votre portefeuille en description, ou si vous voulez me partager en message privé sur Discord, n'hésitez pas. Si vous voulez commenter aussi mon portefeuille en me disant ah bah moi j'aurais plus fait ça, il y a pas de souci tant que c'est argumenté. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.